Alors, bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Donc, en virtuel seulement, hein. Vous voyez, on est chacun chez nous. On n'a pas la chance d'assister en présence aujourd'hui à cet atelier, mais vous verrez, là, ça se prête quand même bien ce qu'on a à vous proposer à cette formule virtuelle. Donc, laboratoire de délibération, nuances et pensées critiques. On vous rappelle hein, que c'est enregistré la rencontre, donc à vous de voir là, si vous gardez votre caméra ouverte ou fermée, mais soyez avisés. Et puis même chose pour les micros, là, on a fait déjà un petit appel à tous d'entrée de jeu, mais si c'est possible de désactiver votre micro pour la tenue de l'atelier, ça va comme faciliter un peu les échanges, puis ça va éviter les bruits non désirés. Puis évidemment, là, si vous voulez rester avec nous à la fin de la rencontre, là, on est quand même toujours très contente de s'adresser à vous puis d'avoir vos interventions puis votre pouls. Et n'hésitez surtout pas en tout temps pour intervenir là, dans le clavardage. Ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. Alors, on se présente. Ben, je commence là. J'ai le micro, donc je vais y aller en premier. Marjorie Paradis. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Donc, ça fait 5 ans là, et des poussières que je fais partie de cette équipe-là. Équipe dans laquelle on a quand même plein de dossiers. Là, donc, un mandat qui est disciplinaire en lien avec le programme CCQ, hein, vous savez peut-être qu'il est en implantation, et aussi un mandat qui est lié à la citoyenneté à l'ère du numérique. Et puis donc, la rencontre d'aujourd'hui est un doux mélange entre ces deux mandats-là, ce qu'on a à vous proposer, Julie et moi. Et je te passe le micro, Julie. Bonjour tout le monde, Julie April, je suis enseignante en culture et citoyenneté québécoise dans la région de Québec et aussi conseillère pédagogique depuis 5 ans. Marjorie, je pense qu'il va falloir que tu revoies ta date d'embauche là, parce que tu es là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais? Ah là là. Oui, oui, je te dis, l'expérience s'accumule de ton côté. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de, oui, peut-être des choses en lien avec le cours de culture et citoyenneté québécoise, comme j'ai mentionné, mais en fait beaucoup plus largement, là, tous Mhm. les cours qui peuvent proposer des délibérations. Et on fait partie de cette belle grande équipe qui est l'équipe du récit dans le domaine du développement de la personne. On porte les dossiers de l'éducation à la sexualité, de la citoyenneté à l'ère du numérique et du cours de culture et citoyenneté québécoise. Peut-être que vous avez déjà accédé à la présentation. Si ce n'est pas fait, voici le bon URL pour y accéder. Marjorie va placer le lien dans le clavardage. Mais c'est déjà fait. Quelle efficacité. Mhm. Voilà. Donc, vous aurez accès à toutes les ressources pour la vie et plus encore. Ouais, ben oui, vraiment. Puis on va vous rappeler cette adresse-là à la toute fin aussi. Là, dans le fond, il y a plusieurs liens cliquables à l'intérieur. Donc, ça peut être intéressant d'y revenir là, par la suite pour regarder tout ça à tête reposée. Donc, maintenant que la poutine du début est faite, est passée, on vous rappelle ceux qui ont eu l'occasion de se connecter un petit peu à l'avance à la rencontre. Vous avez eu l'occasion peut-être de répondre à cette question-là. Donc, on vous demandait, c'est notre amorce, hein, on vous demandait en général par quels moyens les gens partagent ou font connaître leurs idées ou leurs positions sur des enjeux citoyens. Puis là, je reviens un petit peu à rebours. Là, en fait, on nous nommait sur les médias sociaux, dans les soupers de famille, donc dans une formule un peu plus face à face, dans la section commentaires sur les réseaux sociaux et aussi via les médias traditionnels. Si je continue, plusieurs personnes partagent leurs idées sur les médias sociaux. Donc, ça revient beaucoup, hein, le fait que les réseaux, les médias sociaux nous permettent cette voie-là au niveau citoyen. On dit aussi, ah, c'est super intéressant, avec des signes physiques, donc des trucs un peu plus visibles, là, des chandails à message, des macarons, des autocollants, les carrés rouges, hein, on se rappelle. Donc, il y a une manière un peu plus classique, finalement, de faire connaître nos positions. Puis, n'hésitez pas à continuer là, à alimenter. Mais effectivement, ce qu'on voulait mettre en lumière avec vous, puis c'est un peu ça, vous allez voir, hein, ça va être beaucoup, ça va permettre d'ancrer, bref, nos intentions pour l'atelier aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à mettre en lumière la place et le rôle des médias sociaux dans nos prises de position sociales, politiques, citoyennes. Et puis, c'est un peu ça, comment dire, le préambule ou le sujet à amener là, de ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Et d'ailleurs, Julie, vas-y avec les intentions.
Mais oui, comme tu le disais, Marjorie, aussitôt qu'on sort de notre cercle d'amis, de famille, notre moyen d'agir comme citoyen pour partager nos opinions va se faire quelquefois par le vote, mais beaucoup plus fréquemment par les médias sociaux. Et c'est beaucoup à ça qu'on est exposé. Et c'est ce qui nous a amené à vouloir vous parler de la pertinence de la libération à l'ère des médias sociaux. Donc, c'est une des premières intentions qu'on a avec vous aujourd'hui. Et par le biais, on va toucher aussi à ce qui traite du débat. Et ensuite, on va explorer différents moyens pour mettre en place des moments de délibération en classe. C'est vraiment du concret. Et pour faire tout ça, on va toucher à différentes dimensions de la compétence numérique, entre autres celle de citoyen éthique. Pourquoi? Parce qu'on entre en relation avec des autres, on agit en tant que citoyen, quand on s'exprime, quand on partage notre opinion. On va toucher à la pensée critique parce que quand on lit l'opinion de quelqu'un, ben, on peut avoir une certaine pensée critique qui s'applique, un filtre pour en valider la pertinence, le raisonnement qui est devant nous, mais aussi nous quand on partage nos positions. On va utiliser le numérique pour le bénéfice de l'apprentissage et on va aussi mobiliser la dimension qui concerne la communication parce qu'on met en place des méthodes de communication entre des personnes qui peuvent être numériques ou pas. Hmm. Donc, pour ce faire, on va d'abord parler de je reprends, la polarisation ambiante dans les médias sociaux. Ensuite, on va parler de la délibération dans votre contexte, comment ça s'applique, vous, dans vos différentes disciplines, pour finalement passer à des moyens et des outils pour vivre des moments de délibération en classe, qui correspond à notre deuxième intention, hein. C'est quand même cohérent ce déroulement-là. Ouais, et donc, ben, c'est moi qui démarre cette première partie parce qu'on voulait quand même, ça revient, hein, cette partie-là, la polarisation ambiante dans les médias sociaux, à se poser la question pourquoi? Donc, pourquoi on s'intéresse à la pensée critique, surtout, et puis quelle importance prend la pensée critique, parce que tu en parlais tantôt, Julie, en lien avec le cadre, mais la délibération, quel peut être son impact et pourquoi on s'y intéresse spécialement dans un contexte très marqué par les médias sociaux et marqué aussi par la polarisation ambiante, là, la polarisation des idées, la polarisation des échanges. Puis d'entrée de jeu, là, c'est certain que c'est pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, mais c'est important de quand même mettre en lumière le fait que les outils connectés qu'on utilise, donc les plateformes de médias sociaux, etc., qui nous permettent d'interagir entre nous, ben ils viennent contribuer à cette polarisation-là par plein de façons. Ben d'abord les normes très fortes, là, les normes puis les codes de communication qu'on a à l'intérieur. Donc, toute notre attente là, au niveau de la désirabilité sociale, au niveau de faire réagir, au niveau d'avoir une voix puis de faire voir ce qu'on a à offrir puis faire voir ce qu'on a à offrir comme message également sur ces plateformes-là. Puis, ben ça va être renforcé beaucoup par la structure des plateformes qui contribuent là, vraiment dans la façon dont elles sont réfléchies, dont elles sont inventées, ces plateformes-là, qu'on pense à des Facebook, à des anciennement Twitter et maintenant X. Donc, elles sont vraiment des TikTok, bon, etc. Elles sont vraiment faites pour générer, bien sûr, du clic, pour générer des notifications, une attente, des réactions, puis des interactions qui sont de plus en plus, finalement, polarisées et qui se font moins dans la nuance. Donc, vous avez ici des extraits tirés là, d'articles que vous pouvez aller lire à tête reposée, mais on note notamment l'aspect immédiat, donc l'immédiateté dans les réseaux sociaux qui laisse parler la méchanceté en premier lieu. Donc, dans ce sentiment d'urgence, de réagir, de toujours être en interaction rapide, ben c'est bien souvent la méchanceté et moins disons, l'empathie ou la nuance qui va ressortir. Et puis, il y a Marie-Ève Carignan aussi, là, de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation, qui dit et puis qui nomme le fait que les gens nuancés, on les entend moins, on les voit moins, ils sont beaucoup moins représentés sur les réseaux sociaux, notamment pour cette raison-là. Et puis sinon, il y a aussi dans un article qu'on vous invite vraiment à consulter là, qui a été proposé par Daniel Weinstock, qui dit que les milieux virtuels et réels dans lesquels règnent les biais de confirmation. Okay? Donc, on vient vraiment faire un lien entre cette polarisation et les biais cognitifs qui peuvent être activés. Hein, si vous êtes relié en ce moment de près ou de loin au programme CCQ, vous savez qu'on s'intéresse aux biais socio-cognitifs, puis le biais de confirmation en fait partie. Et donc, les contextes
ou qui vont favoriser l'activation du biais de confirmation, ben ça nous pousse aussi à concevoir les débats de société de façon binaire, là, tu sais, vraiment de façon très cassée, dichotomique. Et voilà. Or, dans ce même article-là, ben, Daniel Weinstock, ce qu'il vient de dire, c'est que dans une société démocratique en santé, disons, c'est comme ça qu'il l'appelle, lui, ben, c'est que les gens, donc les citoyens, doivent apprendre à vivre avec les désaccords parce que c'est bien rare qu'il y ait en fait, ça arrive jamais qu'il y ait un consensus sur tout. Les désaccords cohabitent, dans le fond, dans la société puis dans les espaces de communication. Alors, il faut, comme d'une certaine façon, vous voyez les petits crochets verts, il faut apprendre à vivre avec ces désaccords-là. Il faut être capable d'apprécier la variété et la qualité des arguments. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout, mais on doit donc développer cette aptitude à dialoguer dans un esprit de respect, hein, malgré les désaccords, puis malgré le fait que des fois, on se sent un peu interpellé par des questions. Donc voilà pour la société démocratique en santé selon Weinstock. Et puis, ben, à partir de là, ça met un peu la table, là, puis ça nous amène vers l'aspect, ou disons la forme de dialogue qui est la délibération, parce que ce qu'on veut se demander, c'est en quoi la délibération peut faire œuvre utile finalement par rapport à ce qu'on vient de démontrer là, comme genre de problématique au niveau des communications puis du dialogue citoyen. Et si on s'intéresse autant au dialogue citoyen, à la délibération, Mhm. ben, c'est peut-être un peu par passe-temps, mais c'est aussi parce que ça tient une place prédominante dans notre programme de formation de culture et citoyenneté québécoise. Le dialogue est utilisé pour que l'élève construise sa compréhension du monde à travers différents points de vue et dans cette posture de non-polarisation. Donc, la délibération là, permet vraiment de s'incarner avec cette intention-là. Mais on a envie de vous poser la question à vous. On ne connaît pas nécessairement votre domaine, votre discipline. Vous venez d'où? On n'a pas fait les présentations en début de rencontre, mais on les fait un peu à ce moment-ci. Donc, on a envie de savoir vous êtes dans quelle discipline et quelle place prend le dialogue en classe et ça répond à quelle intention éducative. Est-ce qu'il y a des gens en univers social? En langue, en art, en maths, ou aussi en CCQ qui peuvent amener d'autres intentions là, que cette grande intention générique qui est nommée là. Ah, philosophie au collégial, formidable. Puis ben, on imagine bien hein, qu'en philo collégial, le dialogue est bien présent, peut-être à travers la pratique de l'argumentation, des choses comme ça. Hein, c'est comme une hypothèse, là, mais. Oui, ce serait intéressant de faire du pouce puis d'expliquer un petit peu là, comment se place le dialogue en classe et ça répond à quoi, à quels besoins pédagogiques ou besoins des élèves aussi peut-être. Enseignement primaire, enchantée Brigitte. Là, oui, pour tous les profs du primaire, en fait, la délibération trouve sa place dans le programme de CCQ à partir de la 5e année, si je ne me trompe pas, Marjorie. Oh, méchante bonne question. Je vais regarder. On l'a enlevé de cette présentation-là, mais d'habitude, on en parlait, là. Sociologie au collégial. Intéressant d'avoir des profs collégiales avec nous. FGA, Première Nation. Donc, on l'utilise en CCQ, mais aussi sur des sujets d'actualité ou certains sujets plus spontanés qui sont nécessaires ou qui intéressent les élèves. Et je trouve vraiment intéressant ce que tu nommes, Brigitte, parce que tu distingues faire de l'actualité de faire du CCQ. Puis on dirait que de dire ça, ça démontre vraiment une belle compréhension de ce que c'est. Bravo. Mhm. Par le clavardage sur Teams pour pratiquer l'écriture, la conversation, les échanges adéquats en adaptation scolaire, vraiment intéressant, oui, de faire du modelage des communications virtuelles. Quelle belle idée. Et ça peut devenir une prise après pour mobiliser certaines matières, voire même utiliser nos critères d'évaluation dans des contextes très authentiques. Mylène, une personne ressource pour les familles qui font de l'enseignement à la maison. Un gros dossier, Mylène. Bravo.
Ben, c'est intéressant de vous voir que vous venez de plusieurs domaines différents, plusieurs aussi niveaux d'éducation. On va essayer de répondre à tous ces besoins-là. On espère qu'on y arrivera. Autrement, n'hésitez pas à utiliser Clavardage pour poser des questions plus pointues sur ce qui vous amène ici. Euh, Parfois, de plus en plus, les enseignants utilisent l'intelligence artificielle générative pour planifier leur contenu, pour aller chercher des idées. Donc, on a ici un exemple avec ChatGPT où j'ai fait un test, là, j'enseigne le cours de culture et citoyenneté québécoise. Je vais faire une activité sur l'ordre social en utilisant le dialogue. Là, j'en dis pas plus, je dis juste dialogue. Et voilà ce que ça me propose. Je vous invite à identifier deux tendances de l'intelligence artificielle générative à travers sa réponse. Juste les titres, là, nous donnent quand même des indications intéressantes parce que d'abord, il y a une introduction, parfait. Ensuite, il y a une activité de sensibilisation. Clairement, ChatGPT ne connaît pas le cours de culture et citoyenneté québécoise. Il s'en va fouiller dans sa grosse base de données qui est Internet. Et quand on parle de citoyenneté, quand on parle en fait de la plupart des sujets qui se retrouvent dans ce cours-là, dans la base de données, dans ce qu'il y a sur Internet, on est beaucoup dans les activités de sensibilisation, mais le hic, c'est que ça ne cadre pas avec notre programme. Donc là, ça prend notre œil de pédagogue, d'expert, de contenu pour venir valider ce qui est proposé. Puis ensuite, ce qu'on nous propose en troisième point, ben, c'est un débat guidé. Et ça, c'est presque systématique. Même dans des IA que j'ai entraînées à l'aide du programme, à l'aide du cadre d'évaluation, quand je lui demande une activité, il me propose 3 fois sur 4 un débat et jamais de délibération. Et c'est là qu'on va s'en aller un petit peu vers c'est quoi la délibération? Ah ben là, j'ai répondu à la question. Désolée. Oui, donc on s'en va à la délibération. On s'en va vers la délibération. Puis en fait, aussi, ce qu'on s'est rendu compte, Julie et moi, quand on préparait cet atelier-là, c'est que bien souvent, on entend parler, on entend le mot débat, mais à toutes les sauces. Donc, on parle de débat citoyen, de débat social, de débat d'idées et tout ça. Mais des fois, ce qu'on veut dire dans le contexte, c'est vraiment plus délibération parce qu'on souhaite un échange d'idées. C'est ce qu'on veut représenter. Mais on dirait que le mot débat est devenu une espèce de très galvaudé puis utilisé à toutes les sauces. Alors, c'est important pour nous quand même de vraiment mettre l'emphase sur la différence qui existe entre le débat et la délibération, puisque, ben, encore là, c'est sûr que nous, on réfère au programme CCQ. On a la chance d'avoir des définitions là, un petit peu plus formelles sur lesquelles s'appuyer. Puis c'est vraiment, ça représente deux formes de dialogue distincts. Là. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez, on a essayé de l'imager. Vous voyez que du côté du débat, ben, c'est un échange, oui, bien sûr, qui est encadré, qui a lieu entre des personnes qui ont des avis différents. Fait que là, l'idée, c'est vraiment de venir soutenir un argumentaire, ben, pour ou contre, là, mais disons des positions qui sont souvent un peu plus tranchées. C'est pas toujours seulement deux positions, mais vraiment, on est en mode tenter de convaincre grâce à une argumentation la plus solide possible. Et d'un autre côté, quand on s'intéresse à la délibération, ben, on voit que c'est beaucoup plus dans la je vais dire dans la collégialité, là, en fait, parce qu'on parle ici d'examen qui est réalisé, là, soit en groupe, c'est sûr, ça peut être avec nous-mêmes, là, mais qui vient mettre l'emphase sur différents aspects d'une question, des faits, des intérêts en jeu, bon, etc., pour en arriver à une décision commune. Donc, on est vraiment plus dans un esprit où on essaie de travailler ensemble puis mettre l'épaule à la roue ensemble d'une discussion, une discussion, c'est pas le bon mot, mais d'un échange dans le but d'aller vers un résultat commun puis une proposition plus commune. Donc, on n'est pas, on n'a pas envie de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais juste quand même là, de faire bien la part des choses puis de pas utiliser nécessairement le débat à tout vent parce que des fois c'est pas toujours ça qu'on fait en réalité en classe, puis c'est pas toujours ça qui est le plus payant non plus, dépendamment dans le fond de l'intention qu'on peut avoir. Et puis, vous voyez ici, là, vous pourrez visiter la source si ça vous intéresse, mais on dit puis on soutient que la délibération est une forme quand même vraiment importante là, de dialogue dans la formation à la citoyenneté parce que ça pose la question essentielle
au-delà des intérêts personnels, de se demander qu'est-ce qui est mieux pour moi, ben au-delà de ça, la question délibérative va permettre d'ouvrir puis de se pencher vraiment plus sur les options ou l'option qui semble la meilleure au regard de plusieurs perspectives, au regard de plusieurs points de vue et au regard du vivre ensemble finalement. Donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être dans un mode délibératif, mais ça permet d'aller, comment dire, d'appuyer vraiment mieux peut-être là, la finalité du vivre ensemble, puis c'est ça, l'échange d'idées là, citoyen. Et donc, on vous présente ici les bases, là, selon toujours cette même source-là, les bases d'une délibération. Alors, quelles caractéristiques une délibération devrait respecter dans le fond pour qu'elle puisse vivre et se mettre en place, notamment dans nos classes, hein. Ça peut être intéressant de transférer ces caractéristiques-là dans notre contexte. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de venir identifier une problématique qui est partagée, de venir préciser que chacun et chacune sont égaux dans la discussion. Donc, il y a une notion vraiment d'impartialité là ici. De nommer que chaque point de vue a sa place, mais il faut bien lire le libellé au complet parce que c'est chaque point de vue, notamment là, dans CCQ, qui respecte les principes fondamentaux de la charte. Donc, c'est donc dire qu'un point de vue qui serait, je sais pas moi, irrecevable là, parce que, je sais pas moi, il est haineux ou il porte un message en contradiction là, avec les principes fondamentaux puis le respect des personnes, évidemment que ça, c'est pas le bienvenu. Mais s'il y a certaines balises qui sont respectées au niveau du respect puis au niveau des principes fondamentaux, ben alors chaque point de vue a sa place puis on ne doit pas les exclure là, sans avoir préalablement discuté. Et puis, quatrième point, donc les opinions avancées doivent être soutenues aussi par des arguments. Donc, on s'assure là, de bien soutenir tout ça d'une rigueur, d'une recherche peut-être d'informations en amont, d'une réflexion critique sur les raisonnements en présence. Donc, tout ça, là, ça vient contribuer finalement à une délibération au sens formel là, du mot selon la définition. C'est un beau lien que tu fais avec la pensée critique parce que la délibération force à examiner des repères et à faire un choix, donc à considérer que certaines opinions, arguments ont plus de poids dans la décision qu'on a à prendre que d'autres. Donc, dans la colonne que tu avais tantôt, débat, on avait le délibération, on aurait pu avoir discussion aussi. Ou dans la discussion, on est plus dans ce Ouais. partage d'idées, mais sans recherche de le faire retomber. Fait que ça a vraiment cet avantage-là aussi, la délibération. Puis on vous en parle, mais on l'a testé et on l'a aussi intégré à une activité de quatrième secondaire qui s'appelle Y a-tu pensé? Qui porte sur la compréhension d'intelligence artificielle, étant donné que c'est un concept obligatoire au programme de quatrième secondaire dans le cours de culture et citoyenneté québécoise. Là, on parle pas de l'activité au grand complet, là, mais la tâche intégratrice portait sur la délibération. Et on s'est collé sur le guide de délibération qui a été créé par, entre autres, Miller, Algoralab et Obvia, là, des chaires de recherche sur l'intelligence artificielle. Puis, ce qu'ils proposaient, c'était différentes étapes de délibération autour de mise en situation. Donc, on a travaillé des mises en situation près de la réalité des élèves. On n'est pas dans une intelligence artificielle qui est improbable ou qui est loin de notre réalité, qui est près de la science-fiction. On est quand même vraiment dans du concret parce que présentement, il y en a des enjeux concrets qui existent. On a aussi offert aux élèves des grilles en soutien à la délibération et on a fait un modelage en grand groupe là, avant de les lancer dans une délibération seule. Puis dans l'article que tu parlais de juste précédemment, là, ce qui est vraiment intéressant dans l'article, c'est qu'on se pose la question, est-ce que c'est est-ce que ça fonctionne bien de parler de délibération dans une classe très polarisée, ou multiculturelle, avec des points de vue différents, des bagages d'élèves différents? Puis la conclusion de l'étude, c'est que ça se fait très bien dans ces contextes-là et c'est beaucoup plus difficile dans une classe très homogène où tout le monde a un peu le même bagage, le même regard sur un enjeu, le même point de vue. Là, ça devient plus difficile. Donc, je vais vous présenter les grilles qu'on a utilisées avec les élèves, mais avant, quelques petits extraits là, de ce qui est ressorti. Il y avait une élève, entre autres, qui travaillait, quatre élèves qui travaillaient sur une IA qui pouvait soutenir la détection de problèmes de santé mentale. Donc, c'est quelque chose de vrai qui a été mis en place dans les pays scandinaves en mode projet pilote.
Et un élève amenait le fait qu'en santé, l'IA peut servir, mais ça peut jamais remplacer un médecin. Puis après ça, un autre élève s'est tourné puis a dit, mais Iba, c'est quoi ton avis par rapport à ça? On a vraiment l'idée de tour de table, d'aller chercher chacun des points de vue. Donc, on pratique des conditions là, qui mettent en place, qui favorisent le dialogue. Une autre élève amenait s'il utilise l'IA pour la correction, là, on parle d'un enseignant qui utiliserait l'IA dans ce contexte-là pour corriger des copies d'élèves, il faudrait que le prof regarde avant qu'un texte soit corrigé et qu'il prenne le temps de revoir le travail de l'élève. On a quelqu'un qui vient appuyer, ouais, parce qu'on ne sait jamais. Donc, on voit qu'il y a comme une forme d'accord. Donc, parfois, il y a des désaccords, parfois, il y a des accords avec les arguments qui sont présentés. Mais on voit qu'on n'est pas dans une sorte de débat là, où on cherche à polariser les points de vue. Hmm. Et il y avait aussi des experts quand on a fait cette activité-là, entre autres Viviane Valran de l'EVIA qui était en classe avec nous, qui nommait, après avoir observé tout ça, que le processus délibératif permettait aux élèves de s'approprier des concepts puis d'articuler leurs idées avec les termes qu'ils avaient appris. Fait que c'est aussi quand même intéressant là, de garder en tête qu'on avait construit des connaissances, puis que ces connaissances-là ont été remobilisées, les concepts ont été reliés aux arguments et puis ça donnait vraiment beaucoup plus de poids, puis même de pouvoir d'action. En s'appropriant un vocabulaire, les élèves étaient en mesure de prendre action puis de se positionner comme citoyens sur des enjeux auxquels ils n'auraient peut-être pas osé auparavant. Et les élèves ont eu des réflexions qu'ils vont pouvoir réinvestir dans leur rôle de citoyen. Donc, ce qu'on a utilisé comme grille, c'est accessible, c'est cliquable. Dans la délibération proposée là, par Algoralab, il y a d'abord un moment individuel. Donc, on prend le temps de nous se positionner par rapport à la mise en situation qui est lue. Ce moment-là, on a fait un 10 minutes. Les élèves prenaient conscience de la situation, des billets qu'il pouvait y avoir, des expériences qui pourraient teinter leur propre regard sur la situation. Entre autres, une qui parlait d'un élève qui utilise l'IA pour améliorer ses notes au secondaire. Et là, j'utilise pas le mot tricherie parce que dans la mise en Ah, situation, il n'est pas dit que l'élève triche. Ça se pourrait vraiment qu'il l'utilise pour générer des exercices et se pratiquer encore plus et améliorer ses compétences. Donc, mais pour certains élèves, si c'est un enjeu qu'ils ont déjà vécu, ils peuvent le percevoir différemment. Donc, ils prennent le temps de se positionner et ensuite, ils vont se rassembler en sous-groupe. Ils vont faire un premier tour de table pour partager ce que chacun a écrit sur sa feuille, collecter l'information, puis ensuite poursuivre les réflexions de manière collective, en groupe, pour arriver à une compréhension commune de la mise en situation, puis à un résultat commun. Et ça, nous, on le fait en lien avec l'intelligence artificielle, mais en fait, la grille pourrait être utilisée à toutes les sources. Ben ouais, d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui suivent déjà les travaux là, de notre équipe, mais les grilles, peut-être que vous les reconnaissez, là, cette espèce de petit canevas qui était déjà quand même bien connu à l'époque de CR là, pour pratiquer la réflexion éthique. Il a donc été modifié puis adapté là, pour les besoins de cette activité-là en particulier. Et sachez qu'on travaille aussi au remaniement de ces canevas-là pour qu'ils soient collés à CCQ, là. Mais bref, vous allez peut-être être dans un lieu connu avec ces grilles-là. Même déjà, je vois que les captures d'écran datent un peu parce qu'elles ont été remodifiées là, Ah, avec ça arrive un petit peu plus à CCQ. Entre autres, on parle plus d'enjeux éthiques, mais de tensions éthiques, là, ah si ouais. vous voulez consulter la grille Hmm. des ajouts. Ouais, c'est important d'être abonné à notre infolette pour avoir les nouveautés et toujours les documents les plus à jour. Et donc, ouais, c'est ça. Julie, tu viens de nous montrer là quand même un exemple de comment la délibération peut prendre forme, puis être vraiment gagnante, puis surtout possible, là, tu sais, dans le fond, pour peu qu'on mette la main sur les outils qui nous permettent là, de le faire, ça peut vraiment bien vivre, en fait. Ben là, on est déjà rendu à la troisième section de cet atelier où on a envie de vous proposer des moyens puis des outils pour vivre des moments de délibération en classe. Nous, c'est sûr qu'on a fait un petit échantillonnage de choses qu'on voulait porter à votre attention.
Mais en général, c'est quand même important de considérer de se poser en fait différentes questions puis de considérer des grandes caractéristiques des plateformes en ligne. Parce que là, si on s'intéresse là, vraiment à ce qu'il y a sur la diapo, on parle de 4 paramètres à considérer pour penser les espaces de délibération connectés. Puis d'ailleurs, là, si vous lisez l'article, on parle beaucoup, entre autres aussi depuis la pandémie, là, où les espaces de délibération là, en quartier, entre communautés, etc., pour même des plateformes pour voter, pour faire entendre notre voix sur certains enjeux, ça a comme explosé, là, la diversité puis la présence de ces plateformes-là. Et puis, il y a comme, bon, il y a un peu de littérature là, qui commence à émerger sur ce sujet-là. Puis, entre autres, dans cet article, on met en lumière 4 grands paramètres. On a presque envie de le voir comme un arbre décisionnel, là, donc des choses à avoir en tête avant de choisir ce que vous allez faire avec vos élèves. Donc, d'abord, est-ce que vous voulez que le moment ou la délibération en tant que telle se fasse en temps réel, donc vraiment en direct, tout le monde en simultané ou en différé? Donc ça pose toute la question de synchrone ou asynchrone. Hein? Ce sont des mots maintenant connus dans notre univers éducatif. Ensuite, la question de la vie privée. Donc, est-ce qu'on souhaite que nos élèves soient identifiés ou agissent de façon anonyme? Les deux se peuvent, hein, c'est juste que ça va, euh, ça va avoir de l'impact là, sur, par exemple, les traces que vous allez ramasser, puis votre possibilité là, de trianguler des fois les traces sur vos élèves. Aussi, ben, le classement des interventions. Est-ce qu'on souhaite que les interventions arrivent en ordre, soient visibles en ordre chronologique ou qu'ils soient classés par thème ou selon la popularité? Fait que, il y a plein de façons comme ça de classer les interventions pour venir structurer. Vous allez voir, on va vous donner des exemples dans quelques instants. Puis aussi sur le plan de la modération, donc qui est-ce qui s'occupe de modérer puis de venir encadrer les échanges? Donc, est-ce que c'est l'enseignant lui-même qui fait toute cette modération-là? Est-ce que c'est même une responsabilité qui peut être attribuée à un élève? Est-ce que c'est la machine qui parfois propose des fonctionnalités qui vont servir à modérer puis à filtrer un peu les interventions en ligne? Donc, c'est toutes des questions à vraiment garder en tête lorsque vient le temps de choisir l'outil ou l'environnement finalement dans lequel vous allez mettre en place et mettre en œuvre un moment de délibération. Puis l'autre, ben, tout ça sous-tend, j'en ai parlé un petit peu, là, mais tout ça sous-tend aussi les traces que vous désirez conserver parce que c'est sûr qu'un contexte de dialogue, ben, ça peut être un contexte voué à reconnaître là, les apprentissages de vos élèves, à être en mode évaluation. Donc, qui dit évaluation, bien sûr, dit trace. Donc, bon, à voir, là, puis à déterminer quel genre de traces vous voulez conserver. Ça, c'est vraiment, là, tu sais, votre liberté professionnelle. Donc, c'est à vous de déterminer, finalement, votre besoin pour bien accompagner là, vos élèves là-dedans. Donc, tout ça Marjorie, oui, quand on parle vas-y. de traces, on peut aussi parler de écoute d'élèves qui discutent, là, ça peut aussi se faire à l'oral. Ah, mais bien sûr. Oui, oui, ben oui, mais bien sûr, ça se pose, cette même question se pose là. Ouais, puis de quelle façon vous allez, tu sais, comme porter un regard, ça va être quoi les critères, tu sais, à quoi vous allez porter attention lorsque vos élèves vont intervenir, puis tu as raison, là, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ou vraiment, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. On s'est lancé un gros défi, Marjorie et moi, aujourd'hui. On s'est dit qu'en 60 minutes, on était capable de faire un atelier main sur les touches et de vous mettre en action. On est dans les temps pour l'instant et on vous propose 3 laboratoires différents. Êtes-vous prêts? Êtes-vous actifs? Clavardage, manifestez-vous. Non, vous ne Hmm, pas, donc on espère que vous êtes toujours là avec nous. Merci Brigitte. Merci Mylène. wouhou. On vous propose d'abord de créer une roue de fortune. Et la roue de fortune, dans ce contexte-ci, ne permet pas de gagner un gros lot, mais est plutôt constitué de stratégies que les élèves peuvent mettre en place pour mobiliser au cours de la délibération. Nous, on a utilisé ce qui, dans le programme de culture et citoyenneté québécoise, ce sont les moyens pour appuyer ces idées. Donc, faire des liens, donner des exemples, faire des analogies. Et là, c'est des profs de français dans la salle. Vous allez peut-être reconnaître des termes qui sont très proches des procédés argumentatifs. Il y a des beaux parallèles à faire entre ces deux disciplines. Donc, allez parler à vos collègues de français là, pour permettre des fois d'arrimer des choses. Ça peut être vraiment utile. Là, je parle plus de français de deuxième cycle, par contre.
On peut changer de diapositive, Marjorie, puis je pense qu'on va être rendu à Ouais. partager un petit lien. On vous envoie un défi. On vous invite à identifier un sujet qui se prête à la délibération dans votre contexte. On peut vraiment sortir, là, même ça au primaire, vous pouvez décider de faire trouver un contexte en dehors de CCQ. L'autre exemple qu'on avait en tête pourrait être la sélection d'une œuvre en art. Mm. On vous invite à aller sur le site Wheel of Names, à créer une nouvelle roue de fortune. Puis là, c'est un peu, on va pas créer un outil parfait, ni puis j'ai utilisé le mot pagosage. C'est un mot sûrement pas dans le dictionnaire. Si on avait On un prend meilleur- l'idée. Ouais. Les suggestions sont les bienvenues dans le clavardage. Donc, allez sur le site et dans la section Entrée, vous pouvez venir entrer des mots, des contenus ou des stratégies qui sont propres à votre discipline, au contexte que vous avez en tête, qui pourraient être mobilisés durant la délibération. Comme par exemple, je garde mon idée là, de sélection d'œuvres d'art, je pourrais aller chercher mes critères d'appréciation en art. Mm. Fait que, tu sais, vous voyez à l'écran, là, je suis entrée un peu dans la coulisse de la roue de fortune que nous, on avait préparée en amont. Et puis, vous voyez, là, ici, dans la section Entries, entrée, on s'excuse, je sais pas pourquoi c'est en anglais, je vais le mettre en français, tiens. Ça va-tu suivre? Bon, on dirait que ça ne suit pas pour le moment, mais vous voyez dans la section entrée, là, pour nous, c'était de venir vraiment travailler des moyens pour appuyer ces idées. Donc, nous, c'est un contenu, c'est vraiment quelque chose là, qu'on doit, ce sont des connaissances formelles là, qu'on doit développer en CCQ. Donc, nous, on s'est dit, ah, ben pourquoi pas, c'est quand même des contenus qui peuvent être intégrés à cette roue-là. Et dans un contexte concret, ben, on peut penser que l'élève viendrait tourner la roue de fortune ou l'enseignant vient tourner la roue. Puis, ben là, il y a un élément de contenu à travailler. Puis là, ben, l'élève, finalement, a comme pas le choix de s'exercer à ce moyen, par exemple, pour exprimer ses idées. Donc, dans notre contexte, ça pourrait avoir l'air de ça. On pourrait penser à une discussion en grand groupe où on fait tourner la roue puis on lance un défi. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de nous faire une analogie avec ce dont on vient de discuter? Mais on pourrait aussi imaginer des iPads au milieu de groupes, de sous-groupes qui font tourner la roue pour venir alimenter là, la discussion et pratiquer l'utilisation des différents moyens pour appuyer Mm. ces idées. Puis on sait qu'il y a des moyens qui sont plus faciles que d'autres, comme donner des exemples. Ça, les élèves le font souvent, là. Par exemple, par exemple, par exemple. Trois phrases de suite. J'ai corrigé ça hier, justement. Puis, c'est une roue de fortune que vous pouvez utiliser à toutes les sauces. Là, on le propose vraiment lié au dialogue, mais ça reste un outil qui peut être intéressant à avoir en poche et à découvrir. Ouais. Moi, je suis curieuse, Julie. Je sais pas. Ben, d'abord, je sais pas si la tâche était bien comprise, mais aussi, j'aimerais vraiment savoir s'il y a des gens qui, dans votre propre contexte, là, votre discipline, votre matière, si ça se prêterait à ce genre de choses. Là, évidemment, la roue de fortune, vous pourrez continuer à aller l'explorer puis voir ce que ça peut donner. Mais est-ce que ce genre de contenu pourrait vivre dans un outil comme celui-là? C'est intéressant, on nous a proposé que dans la suite digitale, il y a aussi une roue donc, à explorer. J'ai un petit faible pour Wheels of Names, mais j'ai pas tout exploré les options possibles. Mais ce que j'aime, c'est d'abord on peut changer les couleurs, ajouter un petit logo au milieu. OK, là, c'est vraiment inutile. On n'est vraiment pas dans le plus-value pédagogique. Mais j'aime aussi le fait qu'elle est facilement partageable et on peut retourner la modifier. Puis aussi, elle reste active, là. Moi, j'en ai une que j'ai construite il y a à peu près 10 ans. Puis je l'utilisais entre autres en cas de suppléance là, dans l'attente. On attend pendant 10 minutes les Chromebooks qui arrivent. Hmm. J'avais une roue de discussion avec plein de sujets. Donc, on faisait tourner la roue, puis on discutait du sujet qui apparaissait à l'écran. Fait que c'était un bon tampon. Ouais. Et moi, tu vois, c'est drôle aussi, vite comme ça, c'est peut-être aussi mon petit historique en univers social, là, mais j'aurais tendance à dire que pour pratiquer les opérations intellectuelles, là, ce serait un outil qui pourrait bien fonctionner, là, de venir travailler certaines opérations en particulier, puis venir comme peut-être susciter la discussion autour de réalités historiques en mobilisant des opérations intellectuelles. Tu sais, bon, je dis ça comme ça, là, mais ouais. Vraiment intéressant. Il y a Annick aussi là, qui fait un peu une comparaison entre le débat et la délibération en éducation sexualité.
Puis il y a Hmm. certains avantages au niveau de la délibération. Hmm. On ne veut pas passer qu'on a un côté pour, un côté contre. C'est vraiment très intéressant, là, oui, de mettre ça de l'avant. Ah, j'aime ça. Ah, ça commence à débloquer, là. Oh! En créer une pour aider les élèves à prendre position sur les articles des As d'info dans le cadre du programme d'autonomie de participation sociale. Vraiment intéressant. Ouais. D'ailleurs, la roue, en fait, qui est là, elle peut être copiée. Si vous voulez partir de quelque chose, là, c'est possible. Si vous voyez aucune application pédagogique, des fois, en tout cas, moi, je l'ai utilisé même cette année dans un petit événement festif où on devait chacun avoir un talent à démontrer au reste de l'équipe du corps enseignant. Puis, étant donné que j'ai pas de talent, ben, moi, j'ai utilisé une roue avec des questions philosophiques. Puis c'était ça, finalement, mon activité, là, quand les gens répondaient à une question philo, puis on discutait ensemble. Vraiment, à toutes les sauces, cette roue. On est prêt à passer au labo numéro 2? Si vous avez aimé le labo numéro 1, faites un petit pouce en l'air. Si vous faites pas petit pouce en l'air, on va considérer que vous n'avez pas aimé ça ou que vous êtes absent. Ouais, c'est ça. Ou que vous multitaskez, hein, ça existe, ça arrive, là. Hein? On dira pas qu'on le fait nous aussi des fois, mais c'est ça, ça se peut. Écoutez, ben tant mieux si vous avez aimé, puis évidemment, allez explorer les potentialités ou encore contactez-nous si jamais vous avez des questions sur les possibles autour de chacune des choses qu'on vous présente. Le laboratoire numéro 2, donc on veut vous faire utiliser, vous faire explorer WooClap pour faire évoluer une délibération selon différents types d'idées. D'abord et avant tout, je ne sais pas si vous connaissez la suite WooClap, qui est intéressante là, à plein de niveaux. D'abord, parce que nous, avant, on utilisait d'autres types de plateformes qui proposent des questions ou des outils de votation en ligne, mais souvent c'était en anglais, souvent c'était très limité au niveau du nombre de questions qu'on peut faire. Et WooClap, là, c'est relativement nouveau au niveau de la rétention des données personnelles des élèves. C'est super intéressant. Au niveau, c'est francophone aussi. Donc, il y a vraiment tout un aspect éthique autour de cet outil-là, ce grand outil WooClap, qui est vraiment là, qui contient beaucoup de types de questions, beaucoup de types d'outils là, en ligne qui peut être utilisé. Donc, vraiment, si vous y allez directement sur WooClap, vous allez voir qu'il y a possibilité de faire des nuages de mots, des questions ouvertes, des sondages, bon, etc. Donc, l'univers des possibles est très grand. Mais aujourd'hui, avec vous, on voulait surtout expérimenter une version, disons, ou un aspect de WooClap. Et puis, pour vous la faire expérimenter, cette fonctionnalité-là, on vous invite donc à vous connecter à WooClap. Alors là, vous avez trois options pour le faire, trois chemins pour vous rendre. Donc, vous pouvez soit numériser le code QR avec votre appareil mobile, par exemple. Vous pourriez aussi cliquer, si vous êtes déjà dans la présentation, vous pouvez cliquer sur le gros bouton participer ou encore vous pouvez taper à la mitaine wooclap.com et entrer le code, notre petit code maison, Labo Daily. Donc, on vous laisse le temps de faire tout ça. Puis sinon, ben, Julie vient de vous placer dans le clavardage le lien direct. Donc, vous pouvez y aller aussi là, sans problème. On vous laisse vous connecter tranquillement, pas vite. Et puis, lorsque vous allez arriver, je vais ouvrir tout cela. Lorsque vous allez arriver dans vos claps, puis que vous aurez réussi à vous connecter, vous allez arriver devant une page comme celle-là. Donc, je l'espère. Prière de nous faire savoir si vous avez des problèmes. Et donc, on vous pose une question. Là, ici, on vous demande bien sûr de jouer à l'élève. Donc, la question qu'on pose qui pourrait être le sujet à une délibération est la suivante. Est-ce qu'on devrait interdire complètement les téléphones des lieux communs à l'école? Donc, par exemple, la classe, la cafétéria, etc. Donc, c'est une question un petit peu d'actualité, disons, mais qui pourrait quand même là, engendrer des discussions assez intéressantes. Donc là, on vous demande de vous prêter au jeu, puis de venir sélectionner, c'est ça l'intérêt de cette fonction de WooClap. Vous pouvez venir sélectionner une façon de contribuer. Donc, vous pourriez, par exemple, nommer une information, une connaissance essentielle ou une référence vraiment utile là, au niveau théorique pour pouvoir bien réfléchir sur cette question-là. Donc, par exemple, des données de la science, vous pourriez référer à la commission sur le temps d'écran actuellement, bon, ce genre de choses. Donc, vous pourriez le mettre dans cette section.
Vous pourriez aussi décider de venir nommer, hein, puis là, ceux qui sont des initiés de ECR ou de CCQ, vous allez reconnaître un peu la démarche de réflexion éthique, hein, donc de venir nommer les personnes qui sont concernées par la situation, par exemple, là, je donnerais des exemples, mais les enseignants, les élèves, même les parents, la direction, le personnel de soutien, etc. Donc, vous pourriez contribuer. Dans un troisième lieu, donc, les valeurs et les principes qui seraient importants de considérer. Donc, c'est le genre d'entrée que vous pouvez faire. Et puis, en quatrième, vous pourriez aussi déjà émettre une recommandation, puis la justifier si le cœur vous en dit. Donc, pendant que vous prêtez au jeu, je vais juste basculer dans mon écran pour aller voir finalement, en mode enseignant. C'est ça qui est intéressant. Oui, Julie, veux-tu dire quelque chose? Ben, est-ce que tu avais nommé que WooClap était accessible en version complète, là, gratuitement pour les gens qui en font la demande, qui sont enseignants? Je pense Je que l'ai pas non. nommé. Non, je l'ai pas nommé. Ça peut être à garder en tête, là, ceux qui s'intéressent à l'outil. Mais, vraiment intéressant. Merci de le préciser. Et puis, ben, dans le fond, dans les choses qu'on voulait porter à votre attention, d'abord, vous voyez en bas à droite de l'écran, vous voyez le nombre de personnes qui sont connectées actuellement au WooClap. Donc là, on voit très bien. Puis ça, c'est le genre d'info qui peut être intéressante dans votre classe. Donc, le nombre d'élèves qui sont connectés par rapport à l'entièreté du groupe. Donc ça peut être une donnée déjà intéressante. Et cette fonctionnalité-là de WooClap, on l'a choisi parce que ça permet de venir encadrer et baliser les échanges parce que, par exemple, on pourrait faire apparaître en ordre des sections. OK? Donc là, on commence, puis c'est pour ça qu'on les avait numérotées aussi. Donc, on commence par les informations essentielles. On pourrait venir, par exemple, cerner le sujet, parler des concepts qui sont importants, les connaissances super importantes, un peu comme vous l'avez fait avec l'IA, hein, Julie. Ensuite, ben, dans un deuxième temps, on fait apparaître, là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est moi là, qui clique sur la petite pastille jaune. Donc, je décide de faire apparaître une deuxième colonne qui est les personnes concernées. Donc, je vois que vous parlez de la réalité des élèves, les parents, le personnel, les enseignants. Donc, on pourrait bien sûr discuter de ça, venir comparer une diversité de points de vue. La délibération se poursuit, donc je fais apparaître une nouvelle colonne. Alors, on se demande quelles seraient les valeurs à considérer en priorité. Donc, le partage d'images, ben, la vie privée, en fait, donc c'est important, la liberté d'expression, le besoin de socialisation, donc c'est toutes des choses que vous désirez nommer dans la délibération. Et puis, si on continuait, on pourrait même aller jusqu'à la formulation de recommandations. Donc là, je vois qu'il n'y a pas tant de personnes qui se sont rendues là, sauf que à terme, puis là, vous voyez bien que c'est moi qui ai eu les doigts sur le piton, finalement, que c'est moi qui ai décidé à quel moment on allait plus loin, puis on dévoilait finalement les étapes. Et donc, vous pourriez de cette façon-là venir vraiment appuyer, là, puis diriger la délibération comme vous le sentez. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait que cette fonctionnalité-là, pardon, de WooClap pouvait être intéressante. Donc, j'arrive juste ici, vous voyez quelques petites fonctionnalités là, qu'on met en surbrillance aussi. Donc, la possibilité de liker des réponses, vous l'avez fait, on a vu des cœurs hein, dans les publications. Et puis, donc, dévoiler progressivement les catégories pour structurer le dialogue et la délibération à votre guise. On a quelques questions sur WooClap dans le clavardage. Est-ce qu'on Ouais. peut savoir qui écrit avec WooClap? Question de garder des traces. Avec WooClap, oui, parce qu'on peut se connecter aussi. Là, quand on vient paramétrer nos questions, puis qu'on vient paramétrer notre événement, ça peut nécessiter là, une forme de connexion à un compte. Là, puis à ce moment-là, ben, ça nous permet de garder des traces, puis voire même, j'ai envie de dire, générer un genre de PDF là, qui devient un résumé puis une synthèse des réponses. Donc, dépendamment de la forme de questions, là, mais vous pouvez aussi garder des traces de ça là, à l'écrit dans le fond, puis venir extraire des traces de ce que vous vivez en ligne. Versatilité est intéressante là, parce que ça va être Mhm. très, très rapide en salle de classe sans connexion. C'est sûr que là, si on veut des traces, on va peut-être le faire autrement. Ouais. Puis on demande aussi, comme administrateur du sondage, peut-on voir les réponses en triant par élève? Si oui, ça peut être intéressant pour répartir le temps de parole entre tous. Ah oui, ça peut être intéressant, mais je suis pas certaine que c'est possible, par exemple, dans tout
faudrait que je retourne voir, par exemple, le paramétrage de cette question-là, par exemple. Je vais, Moi, je suis pas sûre de comprendre exactement ce qu'on a en tête ici. Peut-être que si toi, tu le comprends. Ben, on pourra comparer pendant qu'on poursuit. Je propose qu'on poursuive quand même parce que je pense qu'avec Kialo et l'autre et Délibère aussi, je pense qu'on va voir un peu incarner l'esprit de cette question-là, tu sais, de voir, par exemple, que, je sais pas moi, Samuel intervient, puis on veut pouvoir attraper puis filtrer dans le fond son intervention ou encore obliger une prise de parole par exemple parce qu'on veut absolument que tout le monde ait au moins une intervention par exemple c'est ce que je comprends fait que avoir un plus grand pouvoir sur les interactions. WooClap, à ma connaissance, permet peut-être pas ce niveau de nuance-là, mais avec les outils qu'on vous présente là, puis moi, je vous présenterai Délibère aussi dans quelques instants, puis on peut, ça s'y prête bien. Ah, c'est intéressant ce que tu nommes, Brigitte, là, parce que quand on délibère, il y a des élèves qui s'impliquent moins. Je suis pas sûre que WooClap permet cette option-là, mais ça peut quand même devenir intéressant de le faire à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Il y Ouais, en a qui sont de très bons orateurs qui vont prendre une grande place dans la classe, mais ce qu'on cherche à développer, là, ce sont pas de grands orateurs ni le meilleur vendeur de voitures, mais plutôt des penseurs, puis certains vont avoir besoin d'un certain temps pour mm, penser. Donc, de le faire par écrit, de laisser un certain temps, de le faire en étapes, ça peut ouais. être des moyens là, qui permettent de... Puis d'aller- l'aspect anonymat est souvent nommé aussi, là, parce que oui, c'est plate l'anonymat parce que, bon, les traces, c'est moins facile, mais ça peut être une première belle expérience de pouvoir intervenir de façon anonyme, puis tranquillement, pas vite, au courant de l'année, quand les élèves prennent de l'aisance, ben là, on vient diminuer l'anonymat, puis là, on vient plus identifier peut-être les élèves, là, ça pourrait être une façon de faire pour, tu sais, comme les stimuler puis les rendre plus confiants, là. Je propose qu'on aille de l'avant, hein, Julie? Tout à fait. Kialo Edu est notre troisième labo. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. C'est une plateforme d'argumentation de base, en fait, de débat, qui permet de mettre en place des débats virtuels. Vous avez mentionné déjà des choses, là, je pense, qui pourraient vous intéresser dans cette plateforme. On va vous inviter directement à joindre la discussion. On a créé une discussion avec vous. Est-ce que le lien est arrivé dans Ça le apparaît, ouais, ouais, clavardage? ça apparaît dans le mien. Cliquez sur le lien ou encore numériser le code QR et vous allez y arriver. Donc, vous allez aussi constater que c'est assez simple d'y accéder, de se connecter. Mm, Moi, je pense que je l'ai paramétré en mode anonyme, si je ne me trompe pas. Donc, ce que vous allez écrire restera anonyme pour mm. les autres participants, mais pas pour moi. Et ça peut être intéressant pour un prof de savoir qui a écrit quoi. Et aussi, on doit valider toutes les réponses avant qu'elles apparaissent. C'est pas un processus de validation très, très long, là, mais si on a un propos, par exemple, qui est injurieux, qui n'a pas sa place ou qui est vulgaire, on peut le gérer très rapidement et très facilement. Ça vous demande votre nom, ben, ça, je ne l'ai pas mis anonyme, ça veut dire peut-être. Je suis désolée. Ça va être dévoilé. Et là, on vous pose la question, dans votre contexte, que ce soit en enseignement ou personnel professionnel, vous pouvez vraiment l'interpréter selon votre rôle. Quelle place pourrait prendre l'intelligence artificielle? Peut-être que certains verront des liens avec leur discipline, d'autres verront peut-être des liens avec des enjeux qu'ils rencontrent au quotidien, d'autres des potentiels pour leur tâche de professionnel. Donc, on vous laisse répondre à l'une des thèses. Vous allez pouvoir vous positionner en étant pour ou contre chacune de ces thèses-là. Donc, par exemple, puis tu sais, là, moi, j'ai les mains ici sur les touches comme participante. Donc, si je décide que ça ne devrait pas avoir sa place, ben alors je viens, ben c'est la thèse, en fait, c'est la thèse que je décide de soutenir par un pour ou par un contre. Donc, on voit ici quelqu'un qui a déjà nommé, ben en effet, les risques sont pas encore assez connus. Donc, j'appuie cette thèse-là, mais je pourrais aussi être contre puis dire, par exemple, ben il est nécessaire de développer des compétences liées. Là, j'essaie d'écrire et de parler en même temps.
liées à l'IA, donc par exemple dans une perspective professionnelle. Donc je viens proposer ma réponse et puis là, ben vous voyez, moi j'ai dit je suis contre cette thèse, on a quelqu'un qui est pour cette thèse, donc c'est possible là, de venir vraiment là, appuyer celle qu'on désire. Puis veux-tu que je fasse un peu dérouler tout ça pour que tu expliques l'arborescence, Julie? Oui, si tu veux. Puis en fait, là, comme vous le voyez, on l'a nommé aussi d'entrée de jeu. C'est une plateforme qui est d'abord pensée pour le débat. Puis on se positionne très pour ou contre. Mais en utilisant trois thèses, déjà, on est moins dans quelque chose de binaire. Puis on va vous proposer aussi une option de la plateforme qui permettrait peut-être d'aller vers la solution d'une option qui apparaît plus raisonnable, qui est quand même l'intention de la délibération. Mais de Ouais. le faire comme ça permet de travailler l'argumentation de manière intéressante, puis même de répondre aussi à d'autres commentaires qui ont été mis. Mm. Donc, c'est une possibilité de répondre aux autres, de contre-argumenter, Ouais. de faire avancer la réflexion. Est-ce que tu veux que je Donc, revienne à la présentation, dans le fond, pour aller montrer, aller plus loin, c'est ça, hein? oui, ben, ça, dans le fond, c'est ce que je viens de nommer. On peut demander aux élèves de se positionner sur les thèses. Ils peuvent aussi, en fait, nous, on peut accepter les commentaires des élèves, on peut aussi les refuser ou leur demander une amélioration. Puis on Puis va passer à... Ah, excuse-moi. ouais, ben dans le fond aussi, ce qui est intéressant ici, là, tu l'as nommé un peu, Julie, sauf que Kialo, vite comme ça, puisque c'est très binaire pour contre, ben c'est à se demander est-ce que c'est un outil de débat ou de délibération, mais tu sais, une des propositions là, qu'on fait ici dans cette diapo, c'est que les thèses, là, dans ce cas-ci, c'est Julie qui les a inventées, mettons. Mais ça pourrait être intéressant de faire travailler vos élèves en amont, de les faire ressortir des recommandations, puis ça pourrait être à partir de leur travail qu'on vient formuler les thèses. Donc, même les thèses que vous utilisez, ben, pourrait provenir des élèves aussi, là. Donc, vous pourriez le faire de cette façon-là. Fait que là, on serait encore plus dans l'esprit de mettre les élèves à contribution, là, plus largement. Je te repasse les Il y a un travail aussi à faire autour de ça, des fois de recherche documentaire. On va venir faire des arguments qui sont soutenus par une source, certains repères qu'on veut mettre de l'avant. Donc, ça, on ne le présente pas là, en 3 minutes avec vous parce que vous voyez qu'on le fait vraiment rapidement. Mais il y a Mhm. vraiment tout ça à construire aussi là, avant d'en arriver là. Puis, Kialo permet de voir comme une petite arborescence des réponses, mais aussi permet d'illustrer un graphique qui montre les tendances d'idées. Est-ce qu'on était plus pour, plus contre, par rapport à quelle thèse? Et ça, cette arborescence-là et le graphique, la représentation graphique permet de voir Mhm. qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui semble plus raisonnable pour la majorité de la classe. Donc, peut-être que ça peut nous permettre d'avancer un peu vers la délibération, Mhm. mais quand même, c'est un outil qui peut être très, très intéressant et facile à utiliser. Mais il y en a un qui est encore plus... Veux-tu qu'on... Je pense que c'est quand même des choses que j'ai Oui, nommées. tu les as nommés, donc les fonctionnalités principales là, que vous pouvez venir ajuster dans Kialo. Puis ouais, c'est ça, c'est là qu'on s'en allait. Donc on y va peut-être en augmentation de complexité. Là, on a vraiment décidé de pas vous faire connecter à cette plateforme qui s'appelle Délibère, mais quand même de vous la faire découvrir parce qu'elle a un potentiel vraiment incroyable là, à plein de niveaux. Donc on vous a pris là tout simplement quelques petites captures d'écran pour vous montrer, mais c'est vraiment une plateforme qui a été réfléchie pour la délibération. Donc, vous voyez, par exemple, que des élèves font un commentaire et puis là, bon, on peut répondre. Là, vous voyez, ça a l'air presque d'un fil de médias social. Là, ça peut ressembler à ça. Et donc, on peut répondre. Donc, c'est vraiment l'idée, là, c'est d'intervenir par rapport aux interventions des autres. Donc, on est vraiment dans l'esprit très, très, très précis là, de ce que devrait être une délibération. Donc, vous voyez ici, il y a deux choses qu'on a faites. Donc, soit répondre directement à un commentaire ou encore apporter un nouveau commentaire à une question, par exemple, qui serait l'objet de notre délibération. Donc, on propose nos idées. Puis, ce qui est encore plus intéressant, vous voyez ici la petite boîte de quoi ça a l'air quand on demande à nos élèves d'intervenir. Ben, c'est dans les fonctionnalités, là, ici, les petits marqueurs de relation que vous voyez. Donc, parce que, par contre, ben ça, vous pouvez les personnaliser. Donc, si par exemple, vous voulez faire travailler vos élèves une forme d'argumentation plutôt qu'une autre, la réfutation, leur capacité à rebondir sur les idées des autres, donc vous pouvez vraiment encore là décider et baliser ce que vous voulez vraiment de la part de vos élèves.
en réaction au petit commentaire dans le clavardage tout à l'heure, là, vous avez quand même aussi beaucoup de choses que vous pouvez activer ou désactiver en termes de obligations, par exemple, de encourager une première intervention, montrer bon les arguments en faveur, en défaveur. Vous pouvez accepter de laisser prendre temps, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez calibrer. Il y a la possibilité de signaler une intervention aussi là, par vos élèves. Fait que c'est vraiment quand même une plateforme à explorer qui a un certain niveau de complexité là, au niveau de la connexion et tout ça, mais qui vraiment là, de grand potentiel. On s'en voudrait de pas nommer ce que d'ailleurs un de nos collaborateurs enseignants nous a dit. Il était tellement précurseur, même dans le temps, il disait, moi, pour faire pratiquer mes élèves à être sur les médias sociaux, ben j'utilise tout simplement mes ENA, donc mon environnement numérique d'apprentissage. Donc, que vous soyez avec Google Classroom ou avec Teams ou même dans un document collaboratif, il y a plein de façons de faire interagir vos élèves puis de les pratiquer à être dans, lui il appelait ça des bébés médias sociaux, mais moi je trouve ça vraiment intéressant parce que à travers ces plateformes-là que vos élèves utilisent, ben ils sont en interaction, ils sont en communication, il y a des fonctionnalités de modération aussi, fait que c'est vraiment autant d'opportunités finalement de les faire s'exercer à la délibération. Pourquoi pas utiliser Teams ou Google Classroom pour leur proposer une question de délibération puis pour la pratiquer, cette fameuse forme de dialogue-là. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Et puis, ben voilà, on voulait le nommer avec vous. Et c'est sur ce feu roulant qu'on arrive à la fin de notre présentation avec à peine 1 minute et demie de retard. Et on voulait quand même vous laisser accès à nos ressources. On a un site qui s'appelle le Récit d'épée qui se concentre sur nos ressources en culture et citoyenneté québécoise. On a aussi l'infolettre où on partage toutes les nouveautés, autant pour le mandat CCQ que CITNUM et éducation à la sexualité. Donc, on vous invite à vous y abonner si vous voulez rester au courant de ce qui se passe. Et s'il vous plaît, merci d'aller remplir un petit formulaire de rétroaction pour obtenir votre badge, mais aussi pour nous donner un petit commentaire sur votre appréciation de l'atelier. C'est toujours agréable de vous entendre, de s'améliorer, puis de savoir si on vous a un petit peu aidé pour votre pratique. Puis ben, il nous reste à vous remercier, hein, puis vous dire que vous pouvez nous contacter en tout temps. On reste un petit peu disponible là, ici en attendant que la salle est encore ouverte. Si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, on est preneuse. Mais vous pouvez aussi là un peu plus tard, a posteriori, là, vraiment nous recontacter si vous avez si ça a brassé des idées, ça a allumé peut-être des idées de projet ou du développement que vous aimeriez faire puis être soutenu là-dedans. Nous, c'est vraiment c'est notre travail de faire ça. Donc, ça va nous faire plaisir là, de savoir comment ça peut résonner dans votre contexte. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, ben, dans le fond, il nous reste à vous remercier d'avoir été là. Je reviens à la page de rétro si jamais il y en a qui veulent numériser le code QR. Puis, il nous reste à vous remercier puis vous souhaiter une belle fin d'événement, une belle fin de journée du numérique en éducation.